On va écouter Yaël Braun-Pivet, première femme à présider cette séance du Congrès, la présidente de l'Assemblée nationale. Écoutez les mots qu'elle a tenus en ouverture de la séance. Cette nouvelle avancée, il suffisait d'écouter les femmes dans toute leur diversité, quelles que soient leurs conditions sociales, pour se convaincre de la nécessité de s'y atteler. Il suffisait de regarder le monde pour se convaincre de l'opportunité de s'y atteler. Les droits des femmes ne sont-ils pas les premiers à être menacés lorsque le populisme ou l'autoritarisme s'emparent du pouvoir ou que les partisans de l'obscurantisme prétendent nous imposer un ordre moral toujours rétrograde? Alors que le monde est secoué de tant de crises, notre pays s'attache à renforcer la garantie des droits. La France serait-elle à contre-courant? Non, elle est à l'avant-garde, elle est à sa place, c'est là sa mission et elle est attendue. Voilà pour Yaël Braun-Pivet au tout début de la séance. Thomas Bonnet, Jules Bedeau, vous êtes à Versailles. Alors où est-ce qu'on en est du vote? Le vote a commencé. Combien de temps va-t-il encore prendre avant que ce soit officiel, que cette inscription de l'IVG dans la Constitution soit entérinée? C'est une question de minutes, Laurence, parce que le scrutin s'est déroulé. 45 minutes de vote pour les parlementaires dans une pièce juste à côté de l'hémicycle et les résultats vont désormais être annoncés d'ici quelques instants par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Alors pas véritablement de suspense, cette inscription de l'IVG dans la Constitution, elle va être adoptée. La question en fait c'est de savoir combien de parlementaires vont voter pour, parce que si on fait l'addition des sénateurs et des députés, ils étaient 760 à avoir voté pour lors des votes respectifs dans les deux chambres. On pourrait voir ce nombre augmenter cet après-midi parce que tout le monde ici a souligné le caractère historique de cette journée. Et en fait, ce qui ressort beaucoup dans les discours et dans les arguments qui sont utilisés, c'est aussi que la France, en étant le premier pays à inscrire l'IVG dans sa constitution, serve d'exemple là où justement l'IVG peut être menacée. Il a beaucoup été question de la Pologne, du Brésil ou encore des États-Unis, par exemple. C'est beaucoup ce qu'on a entendu cet après-midi. Voilà, donc l'issue du vote qui ne fait aucun doute mais qui va être officielle d'ici quelques minutes à peine ici à Versailles. Merci Thomas Bonnet et Jules Bedeau à Versailles. On nous promet aussi un scintillement spécial de la Tour Eiffel, mon cher Éric Revel. Au moment du vote au Congrès, on garde évidemment les oreilles et les yeux fixés sur la Tour Eiffel pour voir le moment où ça va scintiller. C'est la société d'exploitation du monument parisien qui nous dit cela. Et il y a du monde sur la place du Trocadéro comme à chaque fois. Rachel Kahn, c'est un moment important. C'est un moment important pour les femmes, oui. Et pour toutes les femmes. Pour toutes les femmes. Et justement, je trouve que dans les mots de la présidente du Congrès, Yaël Braun-Pivet, il y avait le fait que le féminisme est un universalisme et que ça fait du bien aussi à entendre dans notre monde bouleversé. Joseph Massescaron, je vous vois effectivement très pensif. C'est un signal qu'envoie la France dans le monde entier en inscrivant cette IVG dans la Constitution, pour vous? Je comprends l'enthousiasme des parlementaires qui sont, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression est forte, et c'est d'ailleurs la réalité, d'assister à quelque chose qui est historique. C'est-à-dire que la France renoue, c'est ce que, en fait, tu disais, c'est-à-dire elle renoue avec sa vocation universelle, avec ce type de message. Et c'est ça aussi qui était extrêmement fort. Et les témoignages d'ailleurs que pu avoir des premiers parlementaires qui arrivaient, c'est que tous étaient émus. Il y avait une sorte de communion nationale qui se faisait. Oui, François Pupponi. Non, c'est un moment important. Vous avez vécu des congrès comme ça, oui, bon, pas pour des changements de constitution, mais... Oui, moi j'ai vécu la réforme de 2008, c'était très technique. C'était important, parce que quand on touche au texte, il faut savoir que le sceau est à côté, la salle à côté. Le sceau, c'est-à-dire la salle des sceaux. La salle des sceaux, alors S-C. Là où S-O-T-S. Ah oui, des sceaux, tout peut arriver. Ou le SAUT. Oui, vous passez devant, et donc c'est des moments très forts, parce qu'on touche à un texte qui est quand même pas n'importe lequel. Et effectivement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas une réforme de la Constitution qui éclaire un peu le monde. C'est-à-dire qui dit au monde, nous en France, on va aller plus loin que les autres et on va défendre les femmes plus qu'ailleurs. Parce qu'effectivement, ce message-là est universel. Jusqu'à présent, on avait des scrupules à réviser la Constitution sur ces thèmes-là. Là, on le fait, je crois que c'est important. Alors, on aimerait rester sur cette image de solennité, de gravité, mais Jean-Luc Mélenchon en a profité de ce moment important pour insulter le Premier ministre Gabriel Attal, qui avait omis dans son discours de parler de Mathilde Panot, parce que c'est vrai que la France insoumise est sans doute à l'origine de cette inscription dans la Constitution. Il a dit que le Premier ministre était un minable petit, Attal, minable petit
Petit invisibilise le rôle des Insoumis et de Mathilde Panot. Sexisme et sectarisme typique d'un homme sans consistance qui n'a jamais mené aucun combat de long terme. Alors, c'est l'avocate que j'ai sur le plateau qui va me répondre, Muriel Waknin-Melki. C'est de la diffamation ce que fait M. Mélenchon à l'égard de Gabriel Attal. Ça atteint à son honneur, à sa dignité. Les propos qui sont portés sont attentatoires à l'honneur et à la dignité de Gabriel Attal. On peut même qualifier ça d'injure. Alors après, on peut hésiter sur les deux qualifications, en choisir l'une, l'autre. Mais encore une fois, les propos qui sont tenus par M. Mélenchon sont de la même veine que ce qu'il peut écrire systématiquement. Et comme je disais, moi, quand j'ai lu son tweet, j'avais l'impression qu'il parlait de lui, véritablement. J'avais juste l'impression qu'il était en train sans peut-être s'en rendre compte complètement, mais ça correspond assez bien au personnage. Il a du mal à sortir du caniveau. Ouais. Très bien, voilà, ça c'est fait. Louis Dragnel. Je crois qu'il est très frustré, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il se mord les doigts tous les jours de ne pas s'être présenté aux élections législatives et de ne pas être à l'Assemblée nationale. Et donc, je pense que c'est peut-être de la psychologie de comptoir, mais il est tellement frustré qu'il ne peut pas s'empêcher de s'en prendre à Gabriel Attal, qui, lui, du coup, prend la lumière à travers ce discours. C'est lui qui, comme le président de la République, ne peut pas être présent, c'est Gabriel Attal qui prend toute la place. Et à mon avis, c'est insupportable pour Jean-Luc Mélenchon, qui aurait aimé que le mérite de cette réunion du Congrès de Versailles soit attribué à Mathilde Panot et donc à la France Insoumise. Évidemment. Joseph Massescaron et Rachel. L'obsession de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'histoire. C'est de s'inscrire dans l'histoire. C'est d'écrire une page de l'histoire. L'histoire de la gauche, peu importe, l'histoire de la Révolution, peu importe. Quand vous parlez avec lui, c'est ça, c'est son obsession. Et là, il se trouve, comme lui l'a souligné, en dehors de l'histoire. En dehors de l'histoire. Et tout simplement parce qu'en permanence, il fait des couacs. Des couacs, hein, c'est le roi du couac 40. Le couac 40, bien. Rachel Kahn. Deuxième punchline. Sur les Insoumis et Mélenchon. Oui, mais on parlait tout à l'heure de la violence réelle, la violence physique. On sait que nos élus, nos représentants, nos institutions sont attaqués de manière très concrète. Ben là, spécifiquement, les mots de Jean-Luc Mélenchon sont irresponsables. Et c'est pour ça que ce n'est pas notre adversaire politique, c'est devenu notre ennemi. Lorsqu'on souligne qu'on a le Premier ministre petit, minable, et puis d'utiliser ces mots de sexisme et de sectarisme, ça alimente aussi la colère chez certains et qui peut ensuite générer des passages à l'acte. Exactement, des passages à l'acte. Bien sûr, on est d'accord. On n'a pas envie, Muriel Waknin-Melki. Pardon. On n'a pas envie que ce moment soit sali. Oui, c'est ça. Il gâche la Vraiment, fête. il gâche. Ça gâche le plaisir qu'on peut avoir aujourd'hui de cette unité qui apparaît, puisque ce texte va être quasiment adopté à l'unanimité. J'aurais préféré, pour ma part, qu'on reste sur le travail collectif qui a été fait et qu'on reconnaisse aux uns et aux autres d'avoir participé à cette avancée majeure. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal en remerciant les oppositions. Il a cité tout le monde en disant voilà, merci à vous tous, c'est un moment de concorde nationale et c'est important. Même là, il n'est pas capable de rester à la hauteur de l'importance. Ce que déteste Jean-Luc Mélenchon, c'est l'unité nationale. En réalité. Il recherche la fracture. Oui, il recherche le chaos pour installer la 6e République. Exactement. Parce que c'est son but ultime, Louis Dragnel. Absolument, dont les contours restent d'ailleurs à préciser. Mais en fait, non, ce qui est dramatique, c'est qu'il veut surtout une 6e République pour lui permettre d'accéder à un pouvoir que les urnes ne lui permettent pas d'obtenir. Donc je trouve qu'il est de plus en plus anachronique et plus son groupe politique se décroche du espèce d'espace commun, on en parlait tout à l'heure, à travers notamment les prises de position de la France insoumise sur Israël et sur les Français juifs de manière globale, plus il voit ça comme une sorte de dérive de la démocratie et son projet de 6e République serait un moyen, selon lui, de corriger les dérives du système actuel. Ouais, surtout, ils sont très forts pour accrocher des cibles sur le dos des gens. Absolument. C'est des journalistes aussi. Des journalistes en particulier. Certains. Quand ce ne sont pas des journalistes, ce sont des policiers. Quand ce ne sont pas des policiers, Absolument. etc. Voilà, c'est le règne de l'insulte et de la menace. Oui, non, mais surtout, il aurait pu s'abstenir d'être dans l'insulte. Bon, c'est vrai que Mathilde Panot a joué un rôle non négligeable, et les filles aussi. Donc, bon, personne ne le lui conteste. Le Premier ministre n'a pas été très élégant, n'est pas élégant, mais bon, il fait du Mélenchon, c'est vrai que ça finit par... Mathilde Panot a parlé, juste après, elle a eu la parole au Congrès. Bon, voilà, après, c'est aussi un jeu politique. Alors, je me réjouis de cette concorde nationale.
On sent qu'il y a une unité politique, on sent que le monde nous regarde, on sent que la Tour Eiffel va scintiller. Ça fait du bien un peu de temps en temps. Ah oui, je suis d'accord. Dans la situation de fracture dans laquelle il fait du bien, regardez ces gens qui sont amassés au Trocadéro, place des droits de l'homme devant la Tour Eiffel qui va scintiller. Bon, bah écoutez, voilà. Le parvis des droits de l'homme. La parvis, la France est réparée et tout va bien. Je crois qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Madame, franchement, c'est ce que je me dis. Je me dis, non, on n'a pas beaucoup de moments d'unité. Et les derniers mois qu'on a passés nous montrent qu'on est véritablement dans une fracture sociétale qui est profonde. Alors, quand il y a des moments où on arrive à s'accorder sur quelque chose, autant en profiter un peu. Ça ne va pas durer longtemps. Surtout quand on voit un pays qui est le pays des droits de l'homme aussi, originellement les États-Unis, être aussi fracturé qu'il l'est aujourd'hui. Oui. Et c'est une garantie pour les prochaines générations. Encore une fois, moi, c'est ça qui me satisfait le plus. C'est de me dire que dans 1, 2, 3 générations, ce droit est là. Il est... Oui, parce que la loi existe, évidemment. Mais modifier la Constitution, ça demande beaucoup plus compliqué. Voilà. Quelqu'un veut revenir dessus un jour. On y est arrivé. Aujourd'hui, ça a été possible. Je ne sais pas comment ça sera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et donc, je suis tranquille de ce point de vue-là, au moins. Rachel Kahn, encore un mot sur cette inscription, ce moment extrêmement important qui peut-être le contexte des élections européennes, le rappeler que là, en l'inscrivant, on met cette liberté assez au plus haut en fait de la hiérarchie des normes et que non seulement en France cette liberté est sanctuarisée, mais au niveau européen et dans les campagnes qui s'ouvrent et dans les échanges avec nos homologues européens, on pourra faire porter la voix de la liberté des femmes. Alors, je pense que l'annonce de ce vote est imminente puisque il y a des images qui nous parviennent effectivement du congrès de Versailles où les portes s'ouvrent. José Massacraon, on n'est pas dans la salle des sceaux, mais voilà, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, arrive. Elle a cette feuille de papier à la main où elle a sans doute, cher François Pupponi, le nombre de votants et ceux qui ont voté pour, ceux qui se sont abstenus, ceux qui ont voté contre. C'est assez solennel comme moment. On la voit, on la voit marcher comme ça dans ces couloirs de Versailles. C'est somptueux, évidemment. Je le décris pour nos auditeurs. L'image est absolument somptueuse. Et c'est un moment très solennel. C'est solennel, ça n'arrive pas tout le temps. C'est un moment important pour notre pays. Et effectivement, il y a tout un rituel quand même qui est organisé quand on est à Versailles. Et donc, effectivement, les images sont fortes. Et donc, on attend maintenant le résultat. Mais effectivement, 2 huissiers, un homme, une femme, qui accompagnent la présidente de l'Assemblée nationale. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, il a mis la garde républicaine. Et là, on a supprimé depuis parce que ça faisait peut-être un peu trop. Et effectivement, la présidente du Congrès, puisque là, elle n'est pas présidente de l'Assemblée nationale, elle est présidente du Congrès, va pouvoir proclamer les résultats. Et elle rentre dans cette salle qui te comble, évidemment, avec tous ces parlementaires. Elle monte s'installer au micro. On va écouter Yaël Braun-Pivet, présidente de cette séance du Congrès, qui va annoncer le résultat de ce vote. La voilà qui s'installe. Mes chers collègues, la séance est reprise. Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle. Nombre de votants, 902. Nombre de suffrages exprimés, 852. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Voilà, avec l'ensemble des parlementaires qui se lèvent pour aboutir ce résultat. Yaël Braun-Pivet qui applaudit. 852 votes exprimés pour 780 Louis de Ragnel. C'est plus que ce que le Sénat et l'Assemblée avaient voté. Absolument, c'est 20 voix de plus, pardon. C'est incroyable. Par rapport au vote favorable qui avait été émis à la fois par les députés et ensuite par les sénateurs. Donc ça veut dire qu'entre le vote de la semaine dernière et aujourd'hui, il y a 20 parlementaires de plus qui ont été convaincus par le texte. On entend les applaudissements effectivement du Congrès et la Tour Eiffel qui scintille comme promis. Voilà, il y a ce monument historique de Paris. Qui n'étaient pas présents. Il y a des fumigènes devant. Donc
on s'aperçoit qu'il y a cette tour Eiffel qui scintille. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont changé d'avis quand même. Oui, dans le bon sens. C'est original dans le bon sens, mais convaincus par leur entourage, par... Oui, et puis après, ils ont compris que le mouvement de l'histoire était là. Donc à un moment, ils ont peut-être fait un peu de résistance au Sénat ou à l'Assemblée, et puis après, le mouvement de l'histoire a pris son train, et donc ils ont compris qu'il fallait fortement soutenir ce qui se passait là. Et il y en a qui ne sont pas venus, ça peut arriver, des gens absents, des gens en déplacement ou des gens malades, et puis il y a ceux qui n'ont pas pris part au vote. Oui. Entre le nombre de votants et le nombre d'exprimés, il y a une petite différence. Voilà, mais contre 72. 72 sur 902, ça dit vraiment le consensus sur cette inscription de l'IVG dans la Constitution, qui est maintenant effective. Ça y est, ça a été voté. Les Français, je disais, sont majoritairement pour. Toute distinction faite de classe, d'âge, de sexe, les hommes comme les femmes se sentent concernés par cette question de l'IVG, Muriel Wachnim-Lemke. Parce qu'elle est au cœur, en fait, et de la jeunesse, et de la vie des femmes, et de la vie des couples. On va juste écouter Yael Braun-Pivet qui reprend la parole. La séance est levée. Voilà, pour clôturer la séance. Je vous repasse la parole, maître. Oui, elle est au cœur, en fait. Elle est au cœur de la vie d'une femme, de la vie d'une famille, de la vie tout court. Et c'est une étape, pour moi, fondamentale, encore une fois, je le redis, et je suis ravie de voir que ça a été voté avec autant de vigueur, autant de force. Et encore une fois, c'est l'illustration de cette unité. Et c'est bien, c'est une bonne chose, c'est très positif. Voilà, et la Tour Eiffel scintille pour célébrer cet événement historique. Rachel Kahn, un moment de concorde, disait-on tout à l'heure. Effectivement, il y a peu de moments dans la vie politique française qui permettent de mettre quasiment tout le monde d'accord. Là, exactement. On a 780 votes pour. Exactement, un moment de concorde, un moment... extrêmement fort. Et puis je vois là cette tour Eiffel avec le slogan Mon corps, ma vie, mon choix, qui est un peu la signature en fait de cette liberté-là, qui est cette liberté que les femmes ont réussi en fait à acquérir de décennie en décennie. Et le fait qu'il y ait cette consécration aujourd'hui, après tous ces combats, c'est quand même une grande victoire pour la France, pour nous, mais aussi pour son rayonnement à travers le monde. Et là, Yael Braun-Pivet, accompagnée de Gabriel Attal et du président du Sénat, Gérard Larcher, quitte le Congrès qui est les sceaux, voilà le fameux sceau. Les sceaux. Les sceaux. Et donc voilà. Là, ils vont signer. Ils vont signer. Et le sceau sera apposé sur le texte. Le 8 mars, en fait. D'accord. Le choix qui a été fait, c'est que le sceau sera apposé le 8 mars. En présence du président de la République. Symboliquement tourné pour changer la Constitution. Il y a juste à côté là une presse, une grande. Voilà, c'est ça. C'est là où c'est avec ça qu'on impose le sceau sur la Constitution. D'accord. C'est très royal comme cérémonial. Excusez-moi, on est à Versailles, mais il y a toujours le sceau très royal. dès qu'il y a une modification de la Constitution. Et donc le président de la République, Emmanuel Macron, assistera à la cérémonie de scellement des sceaux vendredi prochain, et ce sera au ministère de la Justice. Avec le garde des Sceaux. Donc symboliquement, la présidente a signé la loi. Et donc le 8 mars, il y aura c'est là le ministre, le garde des Sceaux normalement, tourne. Fait en sorte que ce soit le texte officiel de la Constitution. D'accord, ok. Et donc là, on les voit se mettre avec Aurore Berger, Gabriel Attal, Yael Braun-Pivet, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti et Gérard Larcher, autour de cette grande presse, François Pupponi, qui est donc celle qui permettra d'apposer le sceau sur le texte. Sur la Constitution, sur le texte officiel. Bon, alors j'ai l'impression qu'ils le font quand même. Ils vont le faire là, mais je ne sais pas. Ça bat un peu en brèche tout ce qu'on s'est dit, mais bon. Je pense que c'est surtout pour les... Joseph Massescaron ? Non, là c'est surtout pour faire une démonstration, parce qu'en effet, c'est le 8 mars, en présence du président de la République, que le sceau définitif sera. Mais donc ça se fera au ministère de la Justice, c'est ça, Louis Dragnet ? Absolument. Pas là. Absolument. Alors il y a un détail quand même pour nos auditeurs, par rapport à l'image qui se déroule en ce moment, c'est qu'il y a la présence donc de Gérard Larcher qui assiste justement au fait que le texte, la Constitution soit frappée d'un sceau, la nouvelle Constitution donc, et donc Gérard Larcher qui a voté contre le texte. Parce qu'en fait là ils apposent le sceau sur la loi qui vient d'être votée. La Constitution va être modifiée. Donc le nouveau texte de la Constitution va se voir apposer le sceau sur le nouveau texte après intégration de la nouvelle loi. C'est important, comme ça on prend des leçons de Constitution, tout simplement. Et de scellement de sceau. C'est pour ça que c'est la présidente qui a tourné symboliquement, parce qu'elle a posé le sceau sur la loi. Et alors que le garde des Sceaux apposera sur la Constitution. Effectivement, et là on lit effectivement
voilà, La signature. l'article qui inscrit l'avortement dans la Constitution. Ça y est, c'est fait, ça a été acté par ce vote historique aujourd'hui, 902 votants. Et pour 780 contre 72, Rachel Kahn. C'est un vote très, très, très large, un consensus extrêmement important qui a été obtenu. Et puis effectivement, on le disait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on le voit souvent, l'Assemblée nationale se déchirer avec une présidente qui tente d'inviter le calme en fait auprès des députés. Là, c'est vrai que c'était assez solennel, et le fait qu'il y ait cette concorde et puis des applaudissements pendant de longues minutes à l'adoption, je trouve ça très émouvant. Et un certain nombre de députés et de sénateurs qui ont changé d'avis, donc François Pupponi, entre le moment où c'est passé au Sénat et à l'Assemblée et le moment où c'est adopté en Congrès. Bon. D'abord, ils ont dû réfléchir, et puis la pression est forte aussi. Hein. Ah oui ? Quand vous votez une fois et que quand vous rentrez dans votre circonscription, ou même des fois quand vous rentrez à la maison, il y a des débats. Oui, tout simplement à la maison. Tout simplement à la maison, il y a des débats, vrai, et donc la fois d'après, vous votez différemment. Oui, il faut débattre avec votre famille, là, avec vos femmes, votre femme, pardon, vos filles. Absolument, il faut expliquer. Et parfois, en expliquant, on vous convainc qu'il faut changer. Voilà, on a vécu ce moment historique en direct sur CNews et sur Europe 1. On va remercier nos auditeurs d'Europe 1 qui vont retrouver dans un instant Hélène Zélani pour Europe 1 Soir. Et nous, on va continuer sur CNews avec à l'instant ce message d'Emmanuel Macron, fierté française, message universel. Célébrons ensemble l'entrée d'une nouvelle liberté garantie dans la Constitution par la première cérémonie de scellement de notre histoire ouverte au public. Rendez-vous ce 8 mars, journée internationale des droits de la femme, Muriel Wactin-Menki, parce que là, il y aura à nouveau une cérémonie pour, encore une fois, acter ce changement dans la Constitution française. Oui, c'est quelque chose de majeur qui est en train de se produire. On s'interrogeait de savoir comment les gens avaient pu, comment certains des députés ou des sénateurs avaient pu changer d'avis, en fait, et finalement voter pour ce texte-là. Je pense que peut-être la volonté de faire partie de l'histoire et d'encourager l'histoire à se dérouler dans le bon sens, dans la bonne direction. Ce qui est aussi historique, c'est que donc la preuve est apportée que l'on peut réviser, modifier la Constitution en France. Parce qu'on avait fini, et Emmanuel Macron lui-même avait un doute. Je rappelle qu'il y a d'autres révisions constitutionnelles qui sont pas dans les tuyaux. Deux. J'ai dit deux. Sur quoi ? Une sur la Corse. Mayotte et la Corse. Une sur la Corse, voilà. Pas Mayotte, pardon, la Nouvelle-Calédonie.